C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, mesdames et messieurs, chaque vendredi pour essayer d'analyser des questions d'actualité. Aujourd'hui, ce qui nous réunit sur ce plateau, c'est le renouvellement plutôt de la classe politique, mais aussi on va faire un petit crochet sur la marche qui a eu lieu récemment, qui a été malheureusement dispersée par la police. On reçoit sur ce plateau M. Alain Ongo, il est analyste politique, mais aussi acteur politique au sein de la formation politique UDPS Kibassa. Bienvenue dans ce plateau. Merci beaucoup, M. Dossien. Merci pour l'invitation que vous nous avez lancée. Vous allez bien, on espère. Oui, nous sommes en forme. Voilà, avant peut-être de parler de ces renouvellements politiques, mais aussi les préalables pour y arriver, vous avez annoncé au cours d'une émission ici, je vous avais reçu l'organisation d'une marche pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'était quoi la suite? Parce que nous avons appris que cette marche a été dispersée. Oui, merci beaucoup, M. Dossin. Je vais déjà souligner ici que la constitution de notre pays est vraiment mise à mal dans la province d'Ilo-Alaba, tout simplement parce que vous allez tomber d'accord avec moi qu'il y a autant de marches qui avaient précédé notre marche que nous avions demandé le 8 avril 2023. Et ces marches-là ont toujours été interdites par la mairie de Kolwezi. Et nous nous posons la question, pourquoi chaque fois qu'on demande une marche alors que c'est une manifestation garantie par la Constitution, pourquoi la mairie de Kolwezi a toujours refusé? Il y a l'IJK qui avait demandé la marche, on a refusé. Il y a la société civile, lorsqu'il y a eu un problème de Kanyamaka CC ici, qui avait demandé aussi de marcher, on a refusé. Et nous sommes venus aussi avec notre thématique qui est du reste noble, qui est le retour à l'ordre constitutionnel dans notre province, parce que comme vous le savez, depuis que Richard Mouyej-Manguez-Mans avait démissionné, jusqu'à ce jour, la loi électorale est totalement violée à son article 160. Alors nous avions estimé qu'il fallait utiliser une disposition de la Constitution pour que nous puissions exprimer, parce que c'est le seul moyen que la Constitution nous permet d'exprimer notre mécontentement. Alors, nous n'étions pas une milice, nous étions un groupe... Qu'est-ce qui s'était passé ces jours-là et pourquoi vous n'avez pas pu atteindre votre objectif? Nous avions annoncé notre marche pour le 8. Et un jour avant, la mairie nous a répondu négativement. On a interdit la marche et la population était informée que la marche était totalement interdite. Et nous nous sommes dit que la mairie n'avait pas le droit d'interdire la marche parce que nous sommes dans un régime d'information. Alors, nous sommes allés au niveau de la poste les jours prévus. Malheureusement, nous avons rencontré un dispositif sécuritaire énorme au niveau de la poste. On nous a barré la route, il y avait plein de policiers. Alors, il fallait être courageux pour essayer d'oser mettre le pied sur la poste de Kolwezi. Alors, nous avions bravé la peur. Nous sommes arrivés là avec quelques militants qui étaient aussi courageux. Nous avons demandé à ce que nous puissions marcher. La police a refusé, sous prétexte qu'il y aurait des instructions qui viendraient de la hiérarchie pour que la marche ne puisse pas avoir lieu. Et nous avons dit que nous sommes obligés de faire respecter la loi. Alors, on nous a refusé, on nous a demandé d'aller en ordre dispersé vers l'Assemblée provinciale, chose qui a été faite parce qu'il ne fallait pas s'affronter contre notre police. Nous avons fait ce que la police nous avait demandé. Nous sommes allés jusqu'au niveau de l'Assemblée provinciale et la marche a été une réussite totale parce que le pari avait été gagné. C'était quoi le pari? Parce que nous avons déposé notre mémo au niveau de l'Assemblée provinciale et c'était ça l'objectif. Donc tout ce que vous êtes en train de déplorer, c'est le fait que la mairie ait interdit cette marche et vous n'avez pas pu marcher par rapport à votre itinéraire, mais au moins vous avez déposé votre mémo au niveau de l'Assemblée provinciale. Et c'est quoi la suite déjà aujourd'hui? Oui, la suite c'est que nous avions déposé notre mémo et on attendait que l'Assemblée provinciale puisse poser des actes allant dans le sens de répondre à nos recommandations. Mais nous nous sommes rendus compte que jusqu'à ce stade, il y a un silence absolu. Ce silence est dû à quoi? On ne sait pas. Alors nous, on ne croise pas les bras.
On ne croise pas les bras. La prochaine étape, c'est que nous sommes en train de nous organiser pour que nous puissions voir dans quelle mesure nous pouvons encore mettre d'autres actions sur le terrain, afin que nous puissions... L'objectif ici, c'est quoi? Nous ne sommes pas contre Madame le vice-gouverneur qui est là. Nous ne sommes pas contre qui que ce soit, ni contre une institution. Nous ne sommes même pas pour que Mouyej revienne, parce que Mouyej ne sera plus gouverneur de cette province. Mouyej a déjà démissionné. Nous ne sommes pas des mouyégistes. Moi, je n'ai jamais travaillé avec Mouyej. Vous voyez? Même Madame Fifi, je n'ai jamais travaillé avec elle. Alors ici, notre combat est noble. Nous réclamons tout simplement l'organisation de l'élection du gouverneur dans la province d'Iloalaba et son vice. Point barre. À part ça, nous n'avons pas un problème contre quelqu'un. Et tout ce que nous racontons se retrouve dans les lois de la République. Ceux qui ont l'avis contraire ne peuvent que venir devant vous, vous présenter l'avis contraire. Notre démarche fâche aux gens, fâche à certains cas. Pourquoi? Pourquoi les gens se retrouvent dans l'animosité? Parce que nous voulons tout simplement qu'il y ait l'élection du gouverneur ici dans la province. On s'en prend à nous pourquoi? Vous allez les faire sortir de la mangeoire, voilà pourquoi. Non, mais il faut être dans la mangeoire tout en respectant les lois qui nous régissent. C'est ça notre lutte. C'est ça notre lutte. Au contraire, cette lutte devrait bénéficier de l'appui de tout le monde au niveau de la province, y compris les institutions. Parce que nous avons tous la mission de respecter et de faire respecter les lois de notre pays. Voilà, c'était ça votre regret, mais aussi vous envisagez des actions d'ici quelques jours, c'est noté. On va parler maintenant de notre sujet d'aujourd'hui, dès l'entame des Jeux. C'est quoi votre analyse que vous faites sur le déroulement des opérations d'enrôlement en République démocratique du Congo, parce que ces opérations ont pris fin il n'y a pas longtemps? Oui, notre analyse, c'est que bien sûr, la CENI avait donné un calendrier qui était celui d'un mois pour enrôler les Lualabé, parce qu'il s'agit de la province du Lualaba. Alors, les Lualabé se sont rendus dans différents centres. On s'est rendu compte qu'il y avait un problème sérieux au niveau de la CENI, parce qu'ici, on ne peut pas inculper la population, on ne peut pas incomber la faute à la population, parce que la population était toujours présente devant le centre. Mais il s'est posé un problème. Comme la durée n'était pas tellement élargie, il fallait que la CENI puisse trouver des mécanismes pour multiplier beaucoup de bureaux de vote, et beaucoup de bureaux d'enrôlement, voulais-je dire. Alors, il s'est fait qu'il y a eu moins de bureaux, moins de machines dans les bureaux, et encore des pannes, des machines qui ne cessaient de se manifester. Un bureau peut avoir 2 machines. Il y a des bureaux qui avaient 3 machines. Donc mais avant qu'on atteigne 12 heures, vous vous rendez compte que sur les 3 machines, 2 sont tombées en panne et on reste avec une machine devant une foule dehors. C'est ce qui a causé des problèmes pour que la CENI ne puisse pas atteindre effectivement toute la population. Et aujourd'hui, nous déplorons cet état de choses parce qu'il y a des gens qui sont restés malgré les quelques jours qu'on a ajoutés. Et ces gens qui n'ont pas reçu leur carte, c'est une mauvaise nouvelle pour vous qui serez candidat en décembre de cette année en cours, parce que le nombre d'électeurs ne sera pas le même attendu par la CENI. C'est une mauvaise nouvelle comme vous l'annoncez, et nous ne savons pas pourquoi ceci arrive. C'est fait à des fins ou bien il y a des calculs cachés derrière ça, on ne comprend rien. On ne comprend rien, M. Dossin. Parce que la CENI, au regard de l'article 211 de notre Constitution, la CENI est reconnue comme étant l'organe technique chargé de l'organisation du processus électoral. Et lorsqu'on parle processus, c'est-à-dire il y a l'enrôlement, il y a tout ce qui suit jusqu'au niveau de l'élection. Mais si déjà à ce stade ici, on se rend compte qu'il y a une grande masse de la population qui n'a pas de carte d'électeur, alors nous comprenons que ici, d'abord, au niveau des sièges, il se posera un problème sérieux, parce qu'aujourd'hui nous en avons 22. On se pose la question, quand cette loi va être publiée ou promulguée, les lois là-bas vont se retrouver avec combien de sièges? Nous risquons de descendre à 15 ou à 12, ce qui ne sera pas profitable pour nous autres. Voilà pourquoi nous décrions cet état de choses. Il fallait que la CENI puisse laisser au moins même un bureau qui pouvait commencer à recevoir le requérant, en fait que tout le monde puisse avoir la carte, parce que la CENI a la mission d'organiser l'élection inclusive et non l'élection exclusive.
Voilà. Maintenant, ici au Lualaba, nous nous rendons compte que l'élection que la CENI est en train de chercher à organiser sera une élection exclusive parce qu'il y en a qui n'ont pas de carte d'électeur jusqu'à ce stade. Voilà, parce que nous parlons des élections prochaines en République démocratique du Congo qui sont prévues pour le mois de décembre. Est-ce ce rendez-vous, est-ce une opportunité pour le renouvellement de l'actuelle classe politique congolaise? Une très grande opportunité. Mais une chose reste à retenir, que notre jeunesse n'a pas encore compris les rôles qu'elle doit nécessairement jouer dans la communauté ou dans notre pays. Il y a des pays aujourd'hui qui n'ont pas cette jeunesse que nous avons au niveau de la République démocratique du Congo. Au Congo, nous avons une jeunesse, mais qui ne réalise pas réellement son apport dans les institutions et dans le développement de notre pays. Qu'est-ce que cette jeunesse devrait faire pour arriver à ce renouvellement de la classe politique? Vous exigez quoi à la jeunesse? Elle est là dans différents partis politiques, elle s'intéresse au moins à la politique au niveau national, mais aussi au niveau local. Qu'est-ce qu'elle doit faire d'autre? Mais la jeunesse s'intéresse à la politique pour quel genre de politique? Pour la politique de mépris? Pour la politique d'insulte? Pour la politique qui consiste à tenir des discours et des messages d'incitation à la haine? C'est quel genre de politique que nous faisons? Malgré les vœux émis par le chef de l'État de voir cette jeunesse travailler et contribuer au développement de notre pays, je vous rassure ici que notre jeunesse est encore dans le sommeil. Cette jeunesse est encore dans le sommeil. Moi, j'invite ici la jeunesse congolaise d'une manière générale et la jeunesse du Lualaba à la responsabilité et à la rationalité. Nous devons être des meilleurs, des véritables compatriotes et des patriotes de notre pays. On ne doit pas se lever un certain matin, devenir communicateur d'un acteur politique ou d'une autorité quelconque et faire en sorte que, en tant que jeune, que l'on puisse être un canal par lequel l'autorité doit passer pour dénigrer les autres ou pour insulter les autres. C'est parce que cette jeunesse n'a pas de moyens. Et du coup, quand je me retrouve devant une autorité qui m'offre un paquet, je me sens faible et du coup, je cède. Non, c'est à cela que je fais allusion, à la responsabilité et à la rationalité. Nous devons être responsables de nos actes. Lorsque vous venez me proposer un paquet quelconque pour que je puisse m'attaquer à tel, est-ce que vous savez les conséquences d'un discours ou d'un message incitatif à la haine? Vous connaissez les conséquences? Je vous donne ici l'exemple. Vous connaissez les génocides qu'il y a eu au Rwanda. Mais il avait fallu un petit message. Je dis bien un seul petit message qui a été prononcé dans une radio appelée Radio des Mille Collines. Lorsqu'on a prononcé ce petit message-là, ce petit message a créé des génocides, des dégâts terribles que nous déplorons aujourd'hui. Donc si je dois bien vous comprendre, oui. Les élections qui pointent à l'horizon, on ne va pas y arriver, on ne va pas arriver à renouveler la classe politique actuelle. Donc la jeunesse a encore un défi, un grand défi, peut-être ce sera les années à venir que la jeunesse saura maintenant apporter du sang nouveau dans la classe politique RD congolaise. Aussi longtemps que la jeunesse congolaise n'arrivera pas à prendre conscience de ce qu'elle est, je vous dis que le renouvellement de la classe politique posera toujours problème et ça sera un sérieux problème. Ça ne sera pas au grand jour. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, c'est que nous posons comme acte, que ce soit dans le média, que ce soit sur le place public, que ce soit même dans nos carrières, que ce soit même dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre en tant que jeunes, les actes que nous posons laissent à désirer. Mais pourquoi déjà, ça n'encourage pas. Pourquoi déjà on veut le renouvellement de la classe politique? Qu'est-ce qu'on a constaté pour qu'on en arrive là? C'est tout simplement parce qu'on voulait changer la façon de gérer le pays. On s'est rendu compte qu'il y a une classe politique qui a commencé avec Mobutu, qui a migré et commencé à travailler aussi avec Laurent Désiré Kabila. On s'est rendu compte que la même classe a travaillé avec Joseph Kabila. La même classe aujourd'hui se retrouve avec Félix Tshisekedi comme président de la République. Alors on a dit qu'on ne peut pas continuer avec cette même classe politique.
alors il faut essayer de changer la donne. Parce qu'elle a échoué ou parce qu'elle est la même? Elle est la même et on ne sent pas une nouvelle donne. On ne sent pas une nouvelle formule. Parce que lorsque vous avez besoin de trouver comme résultat 10, il faut faire 5 plus 5. Vous allez avoir 10. Mais la RDC a besoin d'avoir comme 10 pour, a besoin d'avoir le résultat qui est 10 pour son développement. Mais lorsque vous prenez la formule 3 plus 5, ça vous donne 8. On n'arrivera pas au résultat escompté. Maintenant, pour arriver au résultat escompté, il faut faire quoi? Il faut changer la formule. Il faut changer les données. C'est-à-dire, il faut utiliser 5 plus 5, vous aurez 10. C'est là qu'il a essayé de motiver les chefs de l'État pour dire notre pays a traversé des moments difficiles et on n'arrive pas toujours à matérialiser la vision que nous avons pour ce Congo. Alors, essayons de changer la classe politique. C'est comme ça qu'il avait tendu la main à la jeunesse pour qu'il y ait le renouvellement de la classe politique. Maintenant, est-ce que cette jeunesse comprend réellement les enjeux politiques? Est-ce que cette jeunesse est vraiment préparée pour gérer ce pays et donner le meilleur à ce pays que nous aimons bien, la République démocratique du Congo? C'est là que nous disons qu'il y a à boire et à manger. Quand nous voyons chaque jour... Donc, pour dire vrai, parce que la jeunesse ne sait pas comprendre les enjeux politiques, ce n'est pas encore opportun qu'on puisse arriver au renouvellement de la classe politique RD congolaise. Je crois que l'éducation civique doit s'imposer dans chaque parti politique. Dans nos conférences, on doit amener la jeunesse à comprendre que ce pays nous appartient. Parce qu'on a toujours dit que la jeunesse est l'espoir de demain. Quand bien même j'ai toujours refusé cette façon-là de voir les choses, parce que la jeunesse, ce n'est pas l'espoir de demain, la jeunesse, c'est l'espoir d'aujourd'hui. Parce que si vous voulez mieux faire demain, il faut déjà préparer aujourd'hui. Mais lorsqu'on détruit la jeunesse aujourd'hui, on va s'attendre à quel type de résultat demain. Alors je préfère que nous puissions revenir à nous-mêmes, reprendre conscience en tant que jeunes, et que nous puissions comprendre que ce pays nous appartient, et que les autorités que nous avons aujourd'hui vont passer, et que la responsabilité du pays va nous revenir demain ou après-demain. Nous serons quel type d'autorité? Nous serons quel type de dirigeants? Donc, voilà pourquoi nous appelons tout le monde à la responsabilité et à la rationalité. Nous devons être rationnels dans les actes que nous posons. Nous devons être conséquents dans le message et discours que nous prononçons, afin que cela ne puisse pas envenimer la situation dans notre pays pour que ça puisse diviser les gens. Les antivaleurs, ça n'a pas de la place dans notre pays. Mais nous constatons malheureusement que c'est ce qui bat record, surtout dans la classe politique qui est constituée de la jeunesse. La jeunesse est devenue un canal par lequel on passe pour atteindre les camps divers afin de pouvoir prononcer des insultes, des insanités, des antivaleurs. Et ça, nous disons que ça ne marchera pas pour un Congo que nous voulons meilleur demain. La jeunesse doit prendre ses responsabilités et revenir à la raison. Voilà un peu notre conseil. Parce que vous avez parlé de la marche. Je vous rassure ici que notre marche a été annoncée pacifique et notre cause a été annoncée cause noble. Mais nous nous sommes rendus compte qu'après la marche, il y a la jeunesse qui s'est levée du camp de madame le vice-gouverneur qui a commencé à insulter les gens. On nous a traités de tous les mots dans cette province, dans cette ville. Il y en a qui disent que nous sommes un groupe de délinquants. Est-ce qu'on maîtrise mieux la définition d'un délinquant? Malheureusement. Alors c'est très grave et très difficile. La jeunesse, pour terminer, une jeunesse qui s'adonne à des pratiques d'insulter même les notables katangais. Merci beaucoup. C'est grave. Monsieur Alain Ongo, ça a été un plaisir de vous recevoir. Grave. Le temps nous fait défaut. C'est la fin de ce magazine. Merci à vous tous de nous avoir suivis de partout. Surtout, merci également à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur Dossin, pour l'invitation à nous lancer.